80% des 30 mesures du plan d'urgence pour la Guyane ont été mises en œuvre selon la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Les élus qui l'ont rencontré avant-hier à Paris font un compte-rendu des principales avancées. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, 2 sénateurs de la commission culture, éducation et communication achèvent demain leur visite en Guyane. Ils sont venus évaluer la situation de l'enseignement scolaire et agricole sur le territoire. Enfin, les saveurs guyanaises à l'honneur durant tout ce week-end à la CTG. L'objectif est de valoriser le patrimoine culinaire et gastronomique local. Pour cette 4e édition, la manifestation est centrée sur les fruits du palmier. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces transinformations. À la une ce soir, 80% des 30 mesures du plan d'urgence pour la Guyane ont été mises en œuvre. Selon Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, elle a annoncé que les premiers appels d'offres ont été lancés. Nous vous le disions avant-hier, plutôt un 3e point d'étape de l'accord de Guyane s'est tenu à Paris en présence du président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et des parlementaires ainsi que du préfet Patrice Faure. Les élus de retour en Guyane ont fait un compte-rendu des principales avancées hier soir à l'hôtel de la collectivité territoriale. Reportage de Jonathan Lariot. Moi, ce que je peux dire de façon très synthétique, c'est que l'accord de Guyane prend corps. Retour au pays pour les parlementaires guyanais accompagnés du président de la CTG. Après avoir rencontré la ministre des Outre-mer, les porte-paroles expriment leur enthousiasme quant à l'obtention des 3 milliards d'euros demandés dans les accords de Guyane. En moins d'1 an, il y a eu pas mal de réalisations. Le sénateur Passion a eu le temps de faire un petit calcul sur les mesures engagées et puis les mesures mises en œuvre. Je crois que nous allons dans le bon sens. Après, l'idée n'est pas après ces points d'étape, de venir et de dire à la population que rien ne va ou que ça tourne au ralenti. Nous avons bien sûr appuyé et de dire que les points bloquants devraient être accélérés pour que la population puisse voir la prolifération de grues dans le paysage guyanais et de voir clairement que les choses avancent. Mais je crois tout simplement que nous allons dans le bon sens et que là où ça bloque, il faudra qu'on trouve des solutions, mais on avance. Aujourd'hui, c'est plus de 30 axes mentionnés dans l'accord de Guyane qui sont en développement, notamment pour le commissariat de l'Ouest qui devrait voir le jour aux alentours de 2021, ainsi que la cité judiciaire. Mais aussi la construction du centre hospitalier à Maripasoula. Actuellement, nous avons dépassé les 1,5 milliard. 1,5 milliard. Donc maintenant, il faut que des dossiers s'abondent et se multiplient, puisque je vous rappelle que le président Macron a dit « moi je veux des dossiers ». Donc déjà par exemple sur le numérique, les 40 millions proposés, nous irons très rapidement déjà sur pratiquement la moitié de la ventilation. Mais pour cela, mes services travaillent pour sortir les appels d'offres, sortir les dossiers. Alors maintenant, il y a les assises de l'outre-mer qui vont maintenant faire une sélection de dossiers, mais sur une petite somme, 1,7 milliard. On est quand même plusieurs, on est très nombreux. Donc il faudra voir quels sont les dossiers qui seront retenus. Et puis le plan de convergence qui sera issu des États généraux, qui devront faire synthèse avec les assises de l'outre-mer sur une bonne partie, en matière d'équipement, en matière d'infrastructure. Des mesures qui avancent mais qui prendront du temps. Seule la moitié de la somme est pour l'instant acquise. Demain, 21 avril, samedi, donc marque le premier anniversaire de la signature de l'accord de Guyane. À cette occasion, les grands frères convient la population pour un échange avec les parlementaires. Zadkiel Saint-Oris nous livre les détails au micro de Chris-Laure Phillips. Mercredi dernier, nos élus se sont entretenus avec la ministre de l'Outre-mer afin de faire le point sur les accords de Guyane. Donc justement, ce que l'association a souhaité, c'est qu'une restitution claire, nette et précise soit faite à l'ensemble de la population. Donc les 4 parlementaires seront présents, les 2 députés et les 2 sénateurs, afin de descendre cet entretien. Et on vous donne rendez-vous samedi à partir de 15 h à la CCIG pour ça. On va essayer de descendre tous les points des accords autant que possible. Alors c'est vrai qu'on va être un petit peu limité dans le temps, on aura un après-midi à notre disposition. On ne pourra pas tout voir, mais on va essayer de se donner le maximum de temps possible. Parce que ce qu'on voudrait aussi derrière, c'est qu'il y ait un échange entre la population et les parlementaires. Donc que ce soit ceux qui sont sur place, ils pourront poser des questions. Ça sera aussi retransmis sur notre page Facebook en live. Donc on pourra prendre aussi des questions directement dessus. Venez vous informer. La phrase qui a fait écho ces derniers temps, c'est « un an plus tard, on en est où ?» Donc l'occasion est donnée à tout le monde de venir s'informer pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a déjà été fait,
qu'est-ce qui va être fait. Donc rendez-vous justement samedi pour clarifier en fait les choses avec nos élus. Nous vous l'annoncions en début de mois, les électeurs de la commune de Regina retournent aux urnes pour désigner un maire et un nouveau conseil municipal. 3 anciens édiles ont chacun constitué une liste pour se présenter à cette élection municipale partielle intégrale qui auront lieu donc ce dimanche et le 29 avril. Michel Kwame, Justin Anatole, Pierre Désert, 2 autres candidats sont en lice. Il s'agit de Céline Méhet, épouse Parent, et d'Antoine Anatole Madère. Cette élection intervient après la dissolution du conseil municipal de Regina, donc le 8 février dernier en Conseil des ministres. Dans le reste de l'actualité, le 12e conseil du fleuve sur le Maroni s'est tenu ce matin à Saint-Laurent avec les autorités surinamaises et françaises. Il était essentiellement question de la mise en œuvre de la coopération policière de part et d'autre de la frontière, mais aussi d'un projet de collaboration dans le domaine de la santé. Les représentants de Guyane et de Suriname se sont également penchés sur les modalités de franchissement du Maroni avec un point sur le bac international et l'aménagement portuaire. Lors des débats sur le projet de loi sur l'immigration, on passe à toute autre chose à présent, un projet de loi sur l'immigration maîtrisée et sur le droit d'asile. Le député Gabriel Serville est monté au créneau. Il fustige le manque d'humanité du décret Guyane présenté par le ministère de l'Intérieur. On l'écoute tout de suite. La Guyane, c'est 300 000 habitants, dont 50 000 personnes qui apparemment seraient en situation irrégulière et beaucoup qui sollicitent l'asile. Bon an, mal an, 97% d'entre elles sont déboutées. Collègues, cette situation nous pose de véritables problèmes en Guyane. Elle pose des problèmes à ceux qui ont la responsabilité de la diriger, pour la construction d'écoles, de collèges, de lycées, pour la construction de logements et des équipements structurants qui vont avec. Je vous surprendrai si je vous annonce que la formulation de cet article 5 est de la tartelette sucrée à côté du décret Guyane concocté récemment par le ministère de l'Intérieur et qui dispose que pour le territoire de la Guyane, un étranger aura un délai de 7 jours, je dis bien 7 jours, pour introduire sa demande complète auprès de l'OFPRA. Alors que lorsqu'on passe de 120 jours à 90 jours, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Une fois instruit, dans un délai de 21 jours, l'entretien doit avoir lieu dans un délai de 8 jours, permettant ainsi à l'OFPRA de statuer dans un délai de 15 jours à compter de l'introduction de la demande. À ce jour, ce délai est de 3 mois et demi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et votre texte propose de le ramener à 2 mois. La Convention de Genève, je le rappelle, exige que chaque dossier soit analysé avec le plus grand sérieux. Madame la Présidente, je vais conclure dans quelques secondes. Je vous remercie. Sauf, Monsieur le ministre, à sortir la Guyane de l'article 73 de la Constitution qui consacre le principe de l'identité législative, il nous faut trouver une mesure intermédiaire entre l'humanisme et la fermeté pour éviter justement de déshumaniser la relation que notre République entretient avec le reste du monde. Je regrette par ailleurs que les parlementaires de Guyane n'aient pas été associés à la réflexion concernant la rédaction de ce décret. 25, c'est le chiffre de la semaine selon une enquête réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 25% des Guyanais interrogés s'estiment en très bonne santé contre 17% pour la Guadeloupe, 16% pour la Martinique et 26% pour la France hexagonale. De manière générale, 65% de la population interrogée estime être en bonne santé ou en très bonne santé. Pour en parler ce soir, Karine Alcide, le rédacteur en chef d'ATV Guyane. Comment peut-on analyser ces chiffres? J'imagine que ceux qui nous écoutent doivent dire que ces chiffres-là sont complètement faux. Mais après, je pense qu'il faut pas, il n'y a pas forcément de corrélation entre être en bonne santé et avoir un accès aux soins et à un soin de qualité. Parce qu'il y a une récente étude qui montrait que 10% de la population guyanaise pouvait avoir accès à un médecin en moins de 24 minutes. Et il ne faut pas oublier non plus que sur les 22 communes, il y en a 8 qui n'ont pas du tout accès à la santé, donc aux soins. Donc après, je pense qu'il faut, je ne voudrais pas ici me prononcer non plus sur la qualité des soins que nous avons en Guyane. Que peut-on retenir davantage sur cette étude de l'INSEE? L'étude s'arrête aussi sur les problèmes bucco-dentaires. Donc, et là encore, la Guyane fait figure de bon élève, puisque nous avons 47% des personnes interrogées qui déclarent avoir eu des problèmes récemment donc de bucco-dentaires.
47 pour la Guyane, 48 pour la Martinique, 54 pour la Réunion et seulement 41% pour la France métropolitaine. Donc on a l'impression qu'on est encore très bien parmi ces chiffres-là. Mais vous, quand même, vous savez qu'il est très difficile d'avoir un rendez-vous chez un dentiste ici en Guyane. Merci beaucoup, Karine, pour tous ces éclairages. Merci. Je t'en prie. Dans le reste de l'actualité, on ne le rappellera jamais assez, vigilant sur la route. Hier soir, vers 19 h, sur la route de l'Est, dans le quartier Balata, un cyclomotoriste a été percuté par un 4x4. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, s'est vue prise sous les roues du véhicule. Elle en ressort avec une blessure à la jambe, immédiatement prise en charge sur place par les services d'urgence. Selon la gendarmerie, au moment de la collision, le conducteur n'aurait pas vu la victime qui était dans son angle mort. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous en Martinique où le Pôle emploi a organisé une séance pour aider les personnes seniors qui sont en recherche d'emploi à redécouvrir le monde de l'emploi qui est toujours en pleine évolution. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Il y a 7 mois encore, Camille, détentrice d'un BTS tourisme, était agent d'accueil dans une distillerie. Suite à des problèmes de santé et après 18 ans de bons et loyaux services, son employeur lui propose une rupture conventionnelle. On a le sentiment de ne plus être soi. Parce que malheureusement, souvent la question qu'on vous pose, qu'est-ce que tu fais comme travail? Du jour au lendemain, on ne travaille plus. Ah bon, tu ne travailles plus? Et donc, on a un petit peu l'impression qu'on est inutile. On a des charges, on a des enfants, on a des charges, il faut jouer son rôle de mère pour certaines. Il faut continuer, la vie continue. Et voilà, on fait face comme on peut, mais on fait face. Mais à 51 ans, pas facile de se faire embaucher, même après plusieurs formations qu'elle finance elle-même. J'ai fait la proposition à un employeur de me garder pendant environ 3 mois. Il y a un protocole particulier qui permet donc de travailler pendant 3 mois et ensuite d'être embauché. Et c'est vrai qu'on m'a dit que le fait que j'ai 50 ans, non, c'est un handicap. Donc j'ai glané, j'ai cherché véritablement ma voie. Et puis finalement, en allant vers l'optique, je me suis rendu compte que c'est ce qui me conviendrait. Il faudra encore 3 ans d'études à Camille pour devenir opticienne. Pour inciter les seniors à ne pas baisser les bras, depuis le 1er janvier, Pôle emploi a mis en place un suivi adapté pour les accompagner dans leur démarche. Avec le concours du Fonds social européen et par rapport au diagnostic posé sur la demande d'emploi en Martinique et l'évolution significative du nombre de demandeurs d'emploi seniors, nous avons mis en place un accompagnement intensif. C'est une dizaine de conseillers placés sur l'ensemble des agences de Pôle emploi qui sont dédiés à l'accompagnement des seniors. Ces problématiques sont traitées par Pôle emploi, mais aussi par d'autres partenaires que sont la GEFMA dans le cadre de la valorisation des acquis et de l'expérience, par la sécurité sociale, par la CAF sur des problématiques plutôt sociales. Plus de 700 personnes ont pu déposer leur candidature dans les secteurs porteurs comme celui du numérique, du commerce ou encore de l'aide à la personne. Comme Camille aujourd'hui, 33% des demandeurs d'emploi en Martinique ont plus de 50 ans. Retour en Guyane avec la délégation de la Commission sénatoriale Culture, Éducation et Communication qui achève demain sa visite d'une semaine en Guyane. Les sénateurs Jean-Claude Carle et Laurent Lafont étaient ici pour apprécier la situation de l'enseignement scolaire et agricole sur le territoire. Laurent Lafont, qui est un sénateur centriste du Val-de-Marne, expose ses conclusions au micro de Gallo Assim. Un bilan très riche parce qu'on a vu beaucoup d'interlocuteurs. Nous avons surtout eu le souci d'aller sur le terrain, voir dans les établissements, que ce soit bien sûr à Cayenne, mais un peu partout dans le territoire de la Guyane, parce que les réalités sont forcément diverses et les problématiques de l'enseignement ne sont pas les mêmes le long du fleuve que sur l'île de Cayenne. Donc on a voulu appréhender ces différentes problématiques posées. Il y a d'abord un point fort qui est un atout, mais qui peut être aussi vécu comme une difficulté, c'est la poussée démographique et le rajeunissement de la population. Donc ça pose un certain nombre de questions sur la capacité à accueillir dans les établissements scolaires l'ensemble de ces enfants. Ça, c'est une première série de questions. La deuxième série, évidemment, c'est la question des enfants qui ne sont pas de langue maternelle française et comment leur permettre d'accéder facilement
et à égalité de moyens, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux autres enfants de langue maternelle française au cycle scolaire qui va de la maternelle à l'enseignement supérieur. Il y a aussi des questions qui sont liées au recrutement des enseignants. Ça se pose en maternelle comme en lycée, comme en enseignement supérieur. Il y a une problématique spécifique à la Guyane, la capacité à recruter sur place des enseignants et les garder. La problématique est d'autant plus forte, évidemment, quand on est sur des enseignements un peu spécialisés. Tous ces sujets, nous les avons, j'allais dire, absorbés et nous allons apporter un regard objectif et essayer de faire quelques recommandations. Éducation toujours, le projet de loi visant à réformer l'apprentissage sera présenté en fin de mois au Conseil des ministres. La collectivité territoriale de Guyane a souhaité réunir les différents acteurs de la formation professionnelle et du monde économique afin d'engager ce matin une réflexion sur l'impact réel de ces mesures en Guyane. Quels changements sont contenus dans ce projet de loi? Plus de détails avec les directeurs de la formation professionnelle et du centre de formation d'apprentis universitaires. Regardez. L'élément qui est le plus marquant, mais qui n'est pas le seul et certainement pas le plus important, c'est qu'il y aura une rémunération au contrat, c'est-à-dire que du coup on ne pourra pas avoir des budgets généraux, on dira des organismes, et veiller à ce que quand même on mette en adéquation les moyens budgétaires avec effectivement les effectifs et les sorties positives. Ça, c'est un élément important. Après, il y a aussi tous les enjeux sur la gouvernance, puisque aujourd'hui on a une gouvernance qui était un petit peu particulière dans la mesure où il y avait des relations entre les OPCA et la collectivité qui étaient ce qu'elles étaient et qui amenaient des résultats qui étaient bon an mal an, pas si mauvais que ça. Maintenant, effectivement, là, il y a une reprise en main par l'État avec une centralisation, avec la création de nouveaux outils qui vont redéfinir un petit peu le cadre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de certainement vérifier à ce que tous les acteurs, et notamment la collectivité, puissent trouver sa place dans cet espace-là pour être en capacité encore de peser sur la décision. Concrètement, aujourd'hui, le centre de formation des apprentis de l'université fonctionne avec une convention avec la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Les formations sont financées et complémentées avec, mis à part la taxe d'apprentissage qui est collectée, financée par la CTG direct. Si aujourd'hui ce financement vient de l'État, on a une petite crainte sur l'accompagnement des formations actuelles. Bien sûr, ils vont spécifier leurs besoins et tout. Est-ce qu'ils vont tenir réellement de la réalité du territoire? On doit être vigilant sur la réalité du territoire qui est la Guyane. Aujourd'hui, avec la CTG, on complémente très bien et on comprend bien les services et les besoins. Et si demain, on ne comprend pas la même chose, donc peuvent venir avec des filières comme celles universitaires qui sont coûteuses de disparaître. Culture à présent, Saint-Laurent-du-Maroni accueille ce week-end la 12e édition des Tréteaux du Maroni. Cirque et arts de tout genre sont donc au programme. Serge Abatucci est l'organisateur. Il explique le déroulé de cette manifestation au micro de Chrysler Phillips. La nouvelle édition, c'est une édition qui voit des productions avec les anciens du théâtre-école Coco Lampou, la première, deuxième promotion. C'est quelques clowneries, donc nous sommes dans une forme beaucoup avec le cirque, beaucoup avec les clowns, beaucoup avec le rire, la dérision. Et puis nous avons deux spectacles, un spectacle qui nous vient de Finlande, c'est aussi un clown qu'on avait déjà applaudi il y a 2 ans. Ici, c'est un spectacle, non seulement c'est une performance extraordinaire, mais aussi c'est très sensible. Le cœur d'un boxeur où moi-même je joue. Avec une de nos anciennes du TEC. Et donc c'est un festival aussi avec des interventions dans les quartiers, à l'hôpital comme ici aujourd'hui, avec les brigades théâtrales, scènes de quartier dans ton quartier, et puis les histoires de clowns qui sont aussi une brigade des élèves de la 2e promotion du TEC ils sont maintenant des professionnels, ce ne sont plus des élèves. Donc voilà, on est vraiment dans une production endogène, on dira, beaucoup dans ce festival. Voilà. Les fruits du palmier sont à l'honneur durant tout ce week-end à la CTG, un événement qui a été organisé pour mettre en valeur la gastronomie locale. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot.
l'honneur notre patrimoine culinaire par la Wara. Donc c'est un prétexte, hein. C'est vraiment une identité culinaire que j'ai voulu ressentir avec toute l'équipe du pôle culture et avec le président de la collectivité afin que les Guyanais s'accaparent ce fruit, afin de permettre la transmission à nos jeunes et puis travailler autour de la Wara et savoir peut-être qu'un jour on en aura plus. On sera sur le site de Jean Martial afin de valoriser avec des exposants tout ce qui tourne autour de la Wara. Et puis nous allons déguster aussi tout ce qui est autour des palmiers et de la Wara. C'est vraiment, on a ciblé vraiment cette 4e édition sur tout ce qui concerne les palmiers et la Wara. C'est notre plat national, hein, qu'on le veuille ou non. Et puis demain, nous allons essayer de labelliser le bouillon de la Wara. C'est important parce qu'il nous appartient. Et les noms, les goûts et saveurs permet à d'autres structures peut-être de valoriser ce fruit. Nous ne sommes là que pour débuter une action. Refermons ce journal avec notre invité de marque ce soir. Depuis plus de 10 ans, il régale ses internautes, ses abonnés de toutes sortes de parodies, de discours d'hommes politiques, de films, mais aussi de clips. Bobby, l'humoriste martiniquais, est en Guyane pour le Madgoya Comedy Show ce samedi 21 avril au Zéphyr. Mais avant de l'accueillir, voici un avant-goût de ses talents. Regardez. Bobby Productions. Je savais très bien que je n'ai pas vu de me vue à propos de que Bobby n'a pas de respect. Ah ouais, frère, mais je suis sérieux, tu sais. C'est. Comment t'en cours? Tiens, tourne-toi. Allez, enfant, bébé, en belle dos. Kini, en gobonda. Natura, bon love. Ou pays, merci la maman. On lit en billet, puis c'est cadent. Oisé fraîche et pas code. Son dossier, évidemment. Qui t'a fait toute la tocage. Son attache. Sous ouais, tout sous panitissage. Pour dire où c'est, nous sommes au passage. On les WhatsApp pour faire un cordage. Allez, enfant, et puis en belle dos. Au soya, c'est moins dans l'islam. Nous yéyés ou bien femme ghetto. Font la date, ni la volga. En ces gros couillons ou jaconet qui j'en colère la pétale. En péqué joue un verre collègue sous pas payé tiseur là. J'en fluo boulet en gazole, les bougla nous d'abord et puis ça. Bonsoir Bobby, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être sur ce plateau ce soir. Et donc vous êtes là, arrivé hier soir à Cayenne avec d'autres humoristes qui vont participer avec vous au Madgoya Comedy Show. Exactement. Cleveland, Gilles Saint-Louis, Rodman, Matt Le Buzz et bien d'autres. Mais avant de revenir en détail dans ce festival du rire, qui est Bobby ? Eh bien, Bobby est un jeune humoriste antillais qui a commencé sur YouTube avec des parodies du dessin animé Les Lascars. Donc, ça a continué ensuite. Ah oui, c'est drôle ça, on l'a vu passer. Les Lascars en créole, effectivement, c'était sur tous les portables. J'ai continué en faisant des parodies de telenovelas, après des parodies de chansons, il y a eu le clip Ouni Wont. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis diversifié et je me suis lancé sur la scène. Ce qui fait que je suis là aussi pour faire rire en Guyane. Donc, voilà. Quand on scrolle un peu dans votre page Facebook, les plus anciennes vidéos datent d'il y a 10 ans. Vous avez commencé assez jeune quand même. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à vous lancer un peu Il faut dire que c'était presque un pari fou parce que, en fait, maintenant c'est un petit peu plus facile. Il y a Facebook, il y a ceci. Les réseaux sociaux prennent leur marque de noblesse maintenant, mais à l'époque, c'était pas encore ça. C'était vraiment un petit test que j'avais fait. J'ai vu que j'avais des réactions, j'avais des commentaires, j'avais des vues. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une deuxième, une troisième. Et de fil en aiguille, c'est parti, quoi. Sur votre trajet, est-ce qu'il y a des humoristes qui vous ont un peu inspiré comme ça, peut-être Cavana avec qui vous avez eu un mini clash? Ouais, mini clash, on a rigolé. D'ailleurs, j'ai fait sa première partie lorsqu'il est venu en Martinique au final. Bien sûr, Anthony Cavana, Fabrice Eboué, Thomas Njijol. Oui, la liste est longue.
C'est donc au Madgoya Comedy Club que vous êtes en Guyane. C'est pour ça que vous êtes en Guyane en ce moment. Un festival du rire qui a déjà conquis la salle emblématique de la Cigale à Paris. Si. Là, vous avez entamé la tournée Antillo-Guyanaise. Comment est né ce festival? Parlez-nous-en un peu. Alors, je n'étais pas à la base même, la première équipe du Madgoya, puisqu'en même temps, je faisais mon propre spectacle perso. Mais ça a commencé avec Gilles, Matt, Safia de la Guyane aussi, effectivement. Très connue ici, chroniqueuse à Guyane Première. Voilà, Cleveland. Donc, ils ont commencé en Martinique, Guadeloupe, et moi, j'ai rejoint l'équipe en France pour la Cigale. Donc, il y a de grands noms de l'humour antillo-guyanais qui sont Ça, ici en ce moment. La nouvelle génération, La exactement. nouvelle génération avec de nouvelles vibes. À quoi doit-on s'attendre samedi prochain? Samedi. Ce samedi-là, oui, bien précisé. Du Rio, de la joie, de la bonne humeur, de la détente. Et voilà, après, il ne faut pas trop en dire non plus pour laisser la surprise aux gens. Donc, on veut quand même un exemple, un petit exemple de quelque chose auquel on doit s'attendre pour ce je peux festival dire du que rire. la fin du spectacle sera très intéressante parce qu'on va faire participer le public. Donc voilà, tout le monde aura son heure de gloire, si je ne m'abuse, samedi. Voilà. Est-ce que Bobby a un vrai nom? Est-ce que vous voulez le partager avec nous? Ben, mon vrai prénom, c'est Jacob. D'accord. Donc voilà, pour les intimes, Jacob. Voilà, mon vrai prénom. Pourquoi Bobby alors? Bobby, ça remonte au collège où l'histoire est complètement débile, où j'aimais dire souvent, c'est la vie Bobby. Quand quelque chose de grave se passait, je répétais tout le temps, bêtement en plus, c'est la vie Bobby. Et de fil en aiguille, au final, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit, bon, Bobby Production, ouais. Et puis c'est resté de là, voilà, le nom Bobby. Très bien. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans alors? 10 ans? Plus 10 ans, dans 20 ans, 20 ans de carrière? 20 ans de carrière, j'ai fait déjà 4 films, 2 séries, des centaines de représentations dans tout le monde, au Canada, en France, en Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est tout ce que je me souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite également. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. On rappelle donc le Madgoya Comedy Show voilà. qui aura lieu une demain centaine de places, donc, au Zéphyr de Cayenne, avec voilà. une dizaine d'humoristes antillo-guyanais. Merci Bobby d'avoir accepté notre invitation. À vous. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle tout de suite les titres que nous avons développés. 80% des 30 mesures du plan d'urgence pour la Guyane ont été mises en œuvre selon la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Les élus qui l'ont rencontré avant-hier à Paris font un compte-rendu, ont fait dans ce journal un compte-rendu des principales avancées. Nous en parlions. Et puis, 2 sénateurs de la commission culture, éducation et communication achèvent demain leur visite en Guyane. Ils sont venus évaluer la situation de l'enseignement scolaire agricole sur le territoire. Enfin, les saveurs guyanaises à l'honneur durant tout ce week-end à la CTG. L'objectif était donc de valoriser le patrimoine culturel et gastronomique local pour cette 4e édition. La manifestation est centrée sur les fruits de palmier et sur les palmiers en Guyane, la Ouara, etc. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur ATV Guyane, très bon week-end. Je vous retrouve lundi, même chaîne, même heure. Excellente soirée à vous.